Chapitre 2. J'ai fait un autre pas en avant et descendu une autre marche. Mes yeux me disaient toujours que j'étais debout sur le lino dans la cambuse dalle, mais je me tenais droit et le haut de ma tête ne touchait plus le plafond de l'Airstream, ce qui bien sûr était impossible. En réponse à ma confusion sensorielle, mon estomac a exécuté un soubresaut de contrariété, et j'ai senti le sandwich aux crudités et la tarte aux pommes du déjeuner prêts à appuyer sur la touche éjecte. Derrière moi, et pourtant légèrement lointaine, comme s'il se tenait à 15 mètres plutôt qu'à 1,50 m seulement, j'ai entendu la voix d'Al me dire « Ferme les yeux, copain, ce sera plus facile. » J'ai obéi, et la confusion sensorielle a aussitôt disparu. C'était comme arrêter de loucher, ou plutôt mettre des lunettes spéciales pour regarder un film en 3D. J'ai avancé le pied droit et descendu une autre marche. C'était bel et bien des marches. Sans le démenti apporté par la vision, mon corps n'avait aucun doute à ce sujet. 2 de plus, et rouvre-les, m'a dit Al. Il semblait plus loin que jamais, à l'autre bout de la caravane plutôt qu'à la porte de la réserve. Mon pied gauche a descendu une autre marche, puis de nouveau mon pied droit, et tout d'un coup un pop s'est produit dans ma tête. Exactement comme en avion quand il y a un brusque changement de pression. Le noir derrière mes paupières a viré au rouge, et j'ai senti de la chaleur sur ma peau. Le soleil, aucun doute là-dessus. Et cette légère odeur de soufre s'était accentuée, passant du presque imperceptible au carrément désagréable. Aucun doute non plus là-dessus. J'ai ouvert les yeux. Je n'étais plus dans la réserve, ni dans le resto d'Al. La réserve n'avait aucune porte donnant sur l'extérieur, or j'étais dehors, j'étais dans la cour. Mais elle n'était plus en briques ni entourée de magasins de détail. J'étais planté sur du ciment sale et décrépit. Contre le mur blanc de ce qui aurait dû être Your Main Snuggery, il y avait plusieurs réceptacles métalliques énormes, remplis à ras-bord, et recouverts de bâches grandes comme des voiles en grosses toiles de jute marron. Je me suis retourné vers la grosse caravane en aluminium qui abritait le resto d'Al. Mais elle n'y était plus. Là où elle aurait dû se trouver, il y avait un sombre mastodonte digne d'un roman de Dickens. La Warumbo tissage et filature, et elle tournait à plein régime. J'entendais distinctement le tonnerre des tambours à teindre et à sécher les étoffes, le tchac-wouf des immenses métiers à tisser qui occupaient autrefois tout le premier étage. J'avais vu des photos de ces machines, surveillées par des femmes vêtues de combinaisons et de foulards, dans le minuscule bâtiment de la Société d'histoire de Lisbonne dans Main Street. Une fumée gris blanchâtre s'échappait de 3 hautes cheminées qu'une grosse tempête de vent avait fait tomber dans les années 80. J'étais planté à côté d'un grand bâtiment vert en forme de cube. Le séchoir, ai-je tout de suite pensé. Il occupait la moitié de la cour et faisait 6 mètres de haut environ. Je venais de descendre une volée de marches, mais maintenant, il n'y avait plus de marche du tout. Aucun retour en arrière possible. J'ai senti monter la panique. Jake, C'était la voix d'Al, mais qui me parvenait très faiblement. Elle semblait altérée par un étrange phénomène acoustique, comme une voix portée sur des kilomètres au fond d'un long et étroit canyon. tu pourras revenir de la même manière. Tâtonne pour trouver les marches. J'ai soulevé le pied gauche, l'ai reposé et j'ai senti une marche. Ma panique a reflué. Vas-y, Très faiblement. Une voix comme mue par ses propres échos. va faire un petit tour et reviens. Je ne suis allé nulle part pour commencer. Je suis juste resté cloué sur place à m'essuyer la bouche avec la paume de la main. J'avais l'impression que les yeux me sortaient des orbites.
Mon cuir chevelu fourmillait, et le fourmillement me descendait le long de l'échine. J'avais peur. J'étais quasiment terrifié. Mais une puissante curiosité contrebalançait la panique et la maintenait, pour le moment, à distance. Je voyais mon ombre projetée sur le béton, aussi nette qu'un découpage dans une étoffe noire. Je voyais des écailles de rouille sur la chaîne qui séparait le séchoir du reste de la cour. Je sentais les puissantes effluves que vomissaient les 3 cheminées et leur âcreté me piquait les yeux. Si un inspecteur de la protection de l'environnement avait respiré un quart de seconde cette merde, il aurait fait fermer la boîte illico. Sauf que... il n'y avait sûrement aucun inspecteur de ce genre dans les parages. Je n'étais même pas sûr que l'agence de protection de l'environnement avait déjà été inventée. Je savais où je me trouvais. Lisbon Falls, dans le Maine, au cœur du comté d'Androscoggin. La vraie question était de savoir quand. Une pancarte que je ne pouvais pas lire, elle était tournée à l'envers, était suspendue à la chaîne. J'ai commencé à marcher dans cette direction avant de faire demi-tour. J'ai fermé les yeux et avancé en glissant les pieds, me rappelant que je devais faire des petits pas de bébé. Quand mon pied gauche a heurté la première marche de l'escalier qui remontait dans la réserve du resto Dahl, je l'espérais ardemment en tout cas, j'ai glissé la main dans ma poche arrière et en ai extrait une feuille de papier pliée. L'exubérant mémo de fin d'année de mon chef de département. Passez un bel été et n'oubliez pas le jour de service supplémentaire en juillet. Je me suis brièvement demandé ce qu'il penserait de Jake Epping l'année prochaine, dispensant un cours intitulé « Le voyage dans le temps en littérature ». Puis j'ai déchiré une bande de papier dans le haut de la feuille, je l'ai froissée et jetée sur la première marche de l'escalier invisible. Elle a atterri par terre, bien entendu, mais au moins, elle marquait l'emplacement. C'était un après-midi calme et tiède, et je ne pensais pas que mon bout de papier s'envolerait, mais par acquis de conscience, j'ai ramassé un petit fragment de béton pour m'en servir de presse-papier. Il a atterri sur la marche, mais il a aussi atterri sur le papier chiffonné, parce qu'il n'y avait pas de marche. Une vieille chanson pop m'a traversé la tête. D'abord, il y a une montagne, puis il y en a plus, puis il y a de nouveau une montagne. « Va faire un petit tour », avait dit Hal. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me disais que si je n'avais pas encore perdu la boule, alors je devrais pouvoir tenir encore un peu. À moins de voir soudain un défilé d'éléphants roses ou un ovni planer au-dessus de chez John Crafts Auto. J'essayais de me dire que c'était pas possible, que c'était pas en train de m'arriver, mais ça n'a pas marché. Les philosophes et les psychologues peuvent débattre de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Mais nous qui vivons des vies ordinaires, nous connaissons et acceptons pour la plupart la texture du monde qui nous entoure. C'était en train de m'arriver. Tout le reste mis à part, ça puait foutrement trop ici pour être une hallucination. Je me suis dirigé vers la chaîne, tendu à hauteur de la taille, et me suis baissé pour passer dessous. De l'autre côté, en lettres noires peintes au pochoir, il y avait écrit « Accès interdit tant que la canalisation d'égout n'est pas réparée ». J'ai vérifié derrière moi, constaté qu'il n'y avait aucun signe de réparation en cours, tourné au coin du séchoir, et failli trébucher sur l'homme qui se dorait au soleil de l'autre côté. Sans grand espoir de bronzer, cela dit. Il était vêtu d'un vieux manteau noir qui flottait autour de lui comme un ectoplasme. Il y avait des traînées de morve sèche sur ses 2 manches, et le corps qui disparaissait dans le manteau était d'une maigreur squelettique. Ses cheveux griffèrent pendaient en mèches feutrées autour de ses joues mangées de barbe. C'était un ivrogne de la plus belle espèce. Incliné en arrière sur sa tête, son chapeau de feutre crasseux paraissait tout droit sorti d'un film noir des années 50, ceux où toutes les femmes ont la poitrine opulente et tous les hommes parlent vite autour d'une cigarette fichée au coin de la bouche. Et Weps, dépassant du ruban de son chapeau mou, comme les cartons de presse des journalistes d'antan, il y avait un carton.